Bonsoir et bienvenue à la deuxième webconférence sur le myélome multiple. Nous sommes très heureux de votre présence ce soir. Le thème de cette webconférence est le suivant, l'annonce du diagnostic. Du choc à la recherche d'un nouvel équilibre. Beaucoup d'entre vous sont désormais fidèles à ces rendez-vous et nous en sommes très heureux au nom de la F3M. Alors, pour ceux qui connaissent déjà nos webconférences, et je vois que nous avons déjà des messages de bonjour, eh bien, nous sommes très heureux de les avoir. Vous avez sur votre droite le bouton chat. Ce bouton va vous être utile pour communiquer avec nos intervenants, qui sont des intervenantes ce soir. Et eh bien, nous vous invitons, ce que vous êtes en train de faire, à nous envoyer un petit message. Par exemple, un bonjour de l'endroit où vous êtes, que ce soit de Nancy, de Lyon, du nord de la Bretagne, par exemple. Souvent, nous avons des personnes aussi de pays francophones et c'est très heureux ainsi. Voilà, merci une fois de plus de votre présence. Donc, pour passer vos messages, eh bien, vous le faites de cette façon-là tout au long de la session, et c'est ça qui est important. Voilà, et nous aurons des plages dans cette webconférence dédiées en particulier aux questions. Voilà, à tout de suite pour commencer cette session. Alors, les intervenantes sont les suivantes. Nous avons avec nous ce soir le plaisir d'accueillir Karen Kreuter, qui est oncopsychologue au sein de l'assistance publique des hôpitaux de Paris et qui sera notre principale intervenante ce soir sur ces questions de l'annonce du diagnostic. Elle est accompagnée également de Valentine Baheux. Valentine est patiente, elle est également bénévole au sein de l'association AF3M et elle aura un rôle double, à la fois celui de témoin ce soir et puis également celui de modératrice, puisqu'elle fera émerger l'ensemble des questions qui seront vos questions, mais aussi vos commentaires lors de la webconférence. Pour ma part, j'effectue en ce moment cette introduction en tant que directeur des conférences et du terrain. Vous nous retrouvez à travers ces webconférences, mais aussi à travers le MOOC. Et j'en profite pour dire que la prochaine session du MOOC, qui est donc ce parcours pédagogique, aura lieu au mois de mai. Vous en serez avertis à l'adresse habituelle. Audrey, que vous ne voyez pas ce soir, mais qui est très présente, s'occupe de tous les aspects techniques. Voilà. Alors, sans plus tarder, voici l'agenda de la webconférence avec deux parties entrecoupées de questions-réponses. La première qui est l'annonce du diagnostic, sous-titrée « Quand la vie bascule ». Et la seconde partie, s'adapter, donc qui est cette deuxième phase très importante, et que nous qualifions d'un processus variable et individuel. Voilà, je vais laisser la parole dès maintenant à Karen Kreuter sur cette première partie, l'annonce du diagnostic. Bonsoir à tous, je suis ravie de partager ce moment avec vous. Je reconnais déjà certains noms, voilà, donc bonjour à tous ceux que je connais et un grand bonjour à tous ceux que je rencontre ce soir. Donc on va passer ce moment ensemble pour parler de ce moment déterminant, fondateur de l'annonce du diagnostic et de toutes les conséquences de ce moment, de cette vie qui bascule. Vous en avez fait l'expérience, que vous soyez malade ou que vous soyez proche. Je vais, moi, vous donner quelques éléments un peu plus généraux. J'ai une pratique quand même auprès des patients et des proches depuis 20 ans maintenant. Je vais vous donner certains éléments qui vont être effectivement un petit peu généraux, donc ne vont pas forcément correspondre exactement à ce que chacun d'entre vous vivez. Et sachez en tout cas que j'ai bien conscience que chacun d'entre vous derrière votre écran, vous avez cette vie à mener, vous avez un vécu difficile et ce souci de reconstruction. Donc, je sais que là, j'ai en face de moi des gens, mais aussi des histoires fortes, difficiles. Voilà, et je voulais vous dire que je m'adresse à tous, mais j'ai vraiment un sentiment pour chacun. Alors, dans cette première partie de l'annonce du diagnostic, quand la vie bascule, je crois que ça vous rappelle à tous quelque chose. Alors, au moment de cette annonce, on n'est pas tous tout à fait dans la même situation.
Et par rapport à cette maladie, beaucoup d'entre vous ont fait l'expérience de cette errance thérapeutique. Hein, c'est quelque chose d'extrêmement difficile parce que les symptômes ne sont pas forcément identifiés, ne sont pas forcément tout à fait perçus de manière, en tout cas, fine par le médecin généraliste ou par un ensemble de spécialistes qu'on aura vu au départ. Il y a des tableaux un petit peu atypiques. Donc, c'est vrai que beaucoup d'entre vous, vous avez quand même fait l'expérience de cette période où on ne se sent pas bien, où on a éventuellement des symptômes, où des choses nous inquiètent, mais on ne sait pas ce qui se passe. Alors, le moment de l'annonce du diagnostic, c'est vraiment un moment psychologiquement important, essentiel, et qui va déterminer un petit peu la suite des événements. Alors d'abord, quand on vous annonce un tel diagnostic, bien sûr, un état de choc. Alors certains même vont être dans un état de sidération. Ce choc, il va être variable quand même selon nos personnalités, selon justement qu'on ait senti, qu'on se soit préparé plus ou moins à un diagnostic difficile ou pas du tout, parce que parfois vraiment on ne s'attend pas du tout à ce diagnostic. Ce choc va dépendre donc de notre perception, de notre personnalité, mais pas seulement, bien sûr aussi de la façon dont ce diagnostic va être posé, et donc du contexte, des conditions et du mode de communication du médecin. Et là, on a à peu près tout. Hein. On entend, j'entends des patients en parler depuis très longtemps. J'ai moi-même assisté à beaucoup de consultations médicales. Donc, effectivement, vous avez des médecins qui vont prendre le temps, qui vont être à l'écoute, puis d'autres qui n'ont pas le temps, qui vont être dans quelque chose d'assez brutal ou très technique, très scientifique, et on ne va pas très bien comprendre ce qui se passe. Si les conditions effectivement sont pas réunies, qu'il y a peu de temps, qu'on n'accompagne pas la réaction que vous avez, etc., qu'on nous inonde après d'informations qu'on ne peut pas réellement capter du fait justement de ce choc émotionnel. Donc on a du mal à comprendre un petit peu tous les tenants et les aboutissants de la conversation, de l'échange, parce que c'est pas une conversation. Voilà, donc c'est un choc, mais effectivement variable en fonction de nous, de ce qu'on attend, de notre personnalité et de la manière dont ce sera annoncé. Qu'est-ce qu'on partage comme sentiment tous à peu près à ce moment-là? Quelle émotion? De l'angoisse. Bien sûr, ce qui nous envahit. Alors, il peut y avoir de l'incompréhension, c'est pas forcément quelque chose qu'on connaît, dont on parle, hein, contrairement à d'autres pathologies. Mais quand même, à partir du moment où on a compris à peu près de quoi il s'agissait, l'angoisse peut nous déborder. Ça, c'est quelque chose je dirais, humainement absolument normal, même quand c'est extrêmement violent et intense. Et cette angoisse, elle est liée à des peurs, celle de mourir, hein, bien sûr, à celle de laisser ses proches, ses enfants éventuellement, son conjoint. C'est des choses qui peuvent venir assez rapidement dans la tête, hein, même si tout ça, c'est assez confus. Et finalement, on va avoir du mal à capter toutes les informations que le médecin va nous donner. Et c'est pour ça qu'il va être important, dans un deuxième temps, qu'on puisse nous réexpliquer un petit peu en détail de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'on va nous proposer. Donc on sort quand même choqué. Alors d'ailleurs, vous utilisez souvent des termes assez violents, un raz-de-marée, un poids lourd en pleine figure, un tsunami, voilà. Alors, une fois qu'on nous a annoncé ça, bien sûr que la vie, elle bascule. C'est vraiment la vie entière qui tombe malade. C'est d'un seul coup, tous les projets sont remis en question. On sent qu'on est fragile, c'est-à-dire qu'on ne pensait pas, on est tous intellectuellement, on sait que notre vie peut s'arrêter, hein, mais finalement on vit au quotidien sans y penser, heureusement, pas trop en tout cas. Et là, d'un seul coup, on prend la mesure de cette précarité, de cette fragilité, ça change beaucoup de choses. Et puis si on est en activité professionnelle ou qu'on a des activités par ailleurs, elles sont compromises, tout est réorganisé, les relations avec l'entourage, d'un seul coup, là, une nouvelle partition va se jouer, on va en parler un petit peu aujourd'hui, et beaucoup d'entre vous ont envoyé des questions, des réflexions par rapport à ça avant cette webconférence. Là aussi, il se passe beaucoup de choses au niveau relationnel. C'est pas évident, hein, c'est comme quelque chose qui est difficile pour tout le monde. Au niveau social, ses activités, son réseau social, on sait tous par expérience que cette maladie, les traitements qui vont avec, les symptômes, les effets secondaires, vont réduire ou modifier profondément cette vie sociale. D'abord parce qu'on n'a plus forcément envie d'y s'y investir, mais aussi parce que les autres peuvent s'effacer, hein, et s'éloigner. Et puis, il y a notre corps qui se transforme, qui est fatigué. C'est ce nouveau corps auquel on doit s'adapter. Ça aussi, c'est un bouleversement. Sa place, son identité dans la famille, dans le couple, c'est tellement compliqué. C'est compliqué, en plus, d'autant plus, par exemple, si on est le pilier, hein, si on est le pilier, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Comment le fait que je sois fragilisée comme ça,
comment ça va se passer? Et les autres en face de moi, qui ont tellement l'habitude de compter sur moi, bah, comment ils vont réagir, hein? C'est quelque chose de compliqué. D'ailleurs, les proches eux-mêmes sont dans un état de déstabilisation profonde. C'est pour ça qu'ils ont parfois du mal eux-mêmes à s'adapter. Bien, pour eux, c'est aussi angoissant. Pour eux, c'est aussi beaucoup de questions. Pour eux, c'est aussi une révolution. Ça modifie beaucoup de choses. Mais eux, ils doivent tenir. C'est-à-dire que la plupart du temps, ils se disent, je ne dois pas montrer, je ne dois pas m'effondrer, je dois gérer, etc. Ça fait que ils n'expriment pas forcément d'emblée leurs difficultés, mais eux-mêmes sont aussi débordés par cette vague, hein, et eux-mêmes ont des manières différentes de réagir. D'ailleurs, on a, je dirais, de bonnes et de mauvaises surprises, hein, dans ces moments-là, il faut être honnête, et ça n'a rien à voir avec l'amour en réalité, hein. Ça a à voir avec la capacité qu'on a à faire face. Et certains proches, certains aidants vont être dans la fuite, dans l'évitement, vont éventuellement avoir des comportements un petit peu agressifs ou un petit peu culpabilisants. Je pense aux adolescents, par exemple. Les adolescents, quand le parent tombe malade, en général, ils sont beaucoup plus agressifs, beaucoup plus culpabilisants à partir du moment où ils comprennent que cette maladie existe. Donc évidemment, c'est l'expression de leur souffrance, mais c'est aussi extrêmement difficile pour le parent malade, évidemment, hein, puisque lui souhaiterait des relations pacifiées, au contraire. Et puis, il y a la surprotection. On va infantiliser éventuellement le proche malade. Donc là, ça aussi, ça peut être quelque chose de très difficile à supporter pour le malade, d'être traité comme un handicapé ou comme un enfant. Ça, c'est quelque chose. Alors, il y a aussi la banalisation. On le voit souvent, les proches qui banalisent. Parce que c'est tellement angoissant de voir son proche malade, d'être insécurisé comme ça. Donc, on a envie que ce soit comme avant. Donc là aussi, on peut sentir une certaine pression ou une incompréhension de la part de l'entourage. Il y a l'hyperstimulation aussi. Mais si, il faut que tu bouges, c'est important, garder ton activité, etc., etc. Et alors qu'on est épuisé, qu'on a des secondaires terribles, donc c'est culpabilisant. On essaie quand même de mobiliser de l'énergie, mais on n'y arrive pas. Évidemment, il y a aussi des aidants qui arrivent à trouver une position voilà, plus juste et qui arrivent à être plus serein par rapport à ça, mais ça reste quand même quelque chose de très compliqué. Voilà, donc pour vous donner un petit peu les éléments sur cette annonce, quels enjeux, qu'est-ce que ça bouscule globalement pour le patient et pour les proches, et peut-être partager avec vous, répondre sur déjà ce que ça peut susciter comme réflexion, comme question. Je ne sais pas si Valentine, tu as déjà des choses qui te semblent revenir un petit peu, qui pourraient vous intéresser. Oui, bonsoir à tous. Oui, notamment par rapport au diagnostic qui n'est pas forcément vécu par certains participants, conférenciers, comme étant un ébranlement et puis on va dire le navire qui coule, hein, enfin une catastrophe, mais aussi certains participants nous disent avoir ressenti aussi du soulagement lors du diagnostic plutôt qu'un ébranlement. Parce que quand on ne sait pas de quoi on souffre, surtout avec un myélome symptomatique, on ressent au moment du diagnostic un soulagement en se disant on va enfin être pris en charge et on va enfin traiter la douleur et la pathologie. Voilà. Notamment aussi donc le soulagement au niveau du diagnostic, des questions autour de la résilience, la place de la résilience. Je veux bien répondre sur la première chose, si tu veux bien, Valentine, comme ça je vais essayer de résumer, sinon. Alors là, tout à fait. Cette dimension, elle existe. Ce n'est pas chez la majorité des patients ce soulagement, mais il existe d'autant plus qu'il y a une errance thérapeutique. Donc, plus ça a été compliqué, plus on a des symptômes inexpliqués, plus on a eu du mal à savoir ce pourquoi on ne se sentait pas bien, plus on a un soulagement de pouvoir mettre des mots sur ces symptômes et sur ces difficultés. Le soulagement, il vient aussi quand l'angoisse, on l'a déjà. C'est-à-dire qu'à certains moments, on est déjà très angoissé. On ne sait pas vraiment, mais on a compris quand même qu'il se passait quelque chose de potentiellement grave et on est déjà débordé par l'angoisse. Et finalement, le fait de pouvoir mettre des mots et surtout de mettre en face des moyens, hein, c'est-à-dire, c'est d'ailleurs l'idéal dans l'annonce, c'est qu'on vous donne tout de suite des moyens, des perspectives pour aller mieux, voilà, c'est ça qui va peut-être alléger un petit peu à ce moment-là la charge. Mais bien sûr, oui, tout à fait. C'est aussi, il peut y avoir aussi un soulagement. Mais en général, il est d'assez courte durée, en fait. Hein. C'est-à-dire que sur le coup, il y a un soulagement et rapidement, on est débordé par un certain nombre d'émotions. Alors, on a aussi une question par rapport justement à la place de la résilience. C'est vrai que c'est un terme dont on entend beaucoup parler ces dernières années.
notamment par rapport à un grand psychiatre. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus par rapport justement à ce terme dans le cadre de l'annonce d'un diagnostic, voilà. Peut-être nous donner une définition. C'est plus dans la deuxième partie, puisque tu sais, on va aborder la question ensuite de comment on s'adapte et comment on dépasse éventuellement cette épreuve. Et pour commencer à donner un principe, effectivement, la résilience, c'est cette capacité à un moment donné, face à une épreuve considérable, voire un traumatisme, à trouver les ressources en fait de sublimation d'une certaine manière. C'est un peu le terme que j'ai envie d'employer. Cette capacité finalement à transformer cette charge psychique, négative, etc., en une force de reconstruction, de vie, d'espoir, etc. Et ça, on en reparlera un peu plus en deuxième partie. C'est pas quelque chose que tout le monde atteint facilement, on va dire, mais je dirais que psychiquement, par rapport à une telle épreuve, c'est ce qu'on souhaite pour les patients, et notamment dans le travail que je fais avec eux. C'est vraiment ce qu'on recherche. C'est à un moment donné être capable de faire de cette charge quelque chose qui nous porte et qui nous élève et qui nous donne des perspectives et qui nous permet d'atteindre un nouvel équilibre en dépit de l'adversité. Alors certains aussi donc parlent du moment du diagnostic par rapport à des diagnostics entre guillemets hasardeux, c'est-à-dire qu'on va faire une prise de sang, des examens pour toute autre chose, et il s'avère que là on découvre un myélome. Mais aussi sur la qualité du coup de l'annonce. C'est-à-dire qu'on peut la prendre par le biais d'un courrier, qu'on a un myélome, on peut la prendre voilà, par sa famille, enfin, et pas forcément par le professionnel qui nous prend en charge, ou alors si le professionnel, si on a la chance d'avoir eu l'annonce par le biais du médecin, c'est peut-être la qualité aussi de l'annonce. Certains vivent l'annonce comme un moment très brutal. Et il l'impute notamment aux professionnels qui manquent d'empathie ou de bienveillance, qui sont peut-être trop froids ou trop directs durant l'annonce. Alors ça, c'est quelque chose évidemment dont moi, en tout cas, en plus, j'entends parler souvent, évidemment, parce que c'est essentiel la manière dont on va communiquer avec nous à ce moment-là. Alors, des erreurs diagnostiques, des erreurs médicales, tout ça, alors évidemment, j'ai absolument aucune légitimité à répondre sur ce point de vue, même si je sais que ça peut exister. Sur la qualité, on va dire, alors sur la procédure, bien évidemment, on ne devrait jamais apprendre ce diagnostic en dehors d'une consultation spécifiquement pour ça, avec un médecin de spécialité qui vous donne et qui vous explique en quoi ça consiste et ce qu'on va faire pour vous. Ça déjà, ça ne devrait pas exister, et ça existe, mais ça ne devrait pas. Moi, ce qui est le plus de mon ressort, c'est la qualité de cette annonce en termes de communication, en termes d'accompagnement. Là-dessus, je voudrais quand même rappeler une première chose, c'est que je n'ai jamais entendu depuis 20 ans un patient me dire « Ah, l'annonce du diagnostic, super, c'était fluide, c'était convivial, le médecin, il était sympa, franchement, ça s'est bien passé. » Même, je dirais, dans les meilleures conditions, et certains médecins quand même savent le faire, et le font de manière adaptée, avec empathie, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement difficile. Alors, non seulement difficile à entendre, mais aussi difficile à dire. Parce qu'ils ont cette responsabilité, les médecins, d'annoncer ce type de diagnostic, et je peux vous dire qu'ils ne sont pas forcément à l'aise avec ça. C'est-à-dire que c'est pas, même si c'est leur domaine, c'est leur expertise, le fait d'annoncer quelque chose à quelqu'un qui va être angoissant et qui va être difficile, ils ne sont pas forcément à l'aise. Ils n'ont pas de formation par rapport à ça. Dans certaines facultés de médecine, on propose des cours plus ou moins sur la relation, sur l'annonce des diagnostics. Moi, je l'ai proposé moi-même à la faculté de médecine à Bobigny, mais ça reste très marginal. Donc après, ils font en fonction de leur personnalité, de leur sensibilité, de leur expérience, et en fonction des conditions. Et les conditions hospitalières sont catastrophiques. Ça, c'est vrai que, puisque je travaille à l'hôpital et que je les vois fonctionner, c'est du 10h, 12h, c'est un patient toutes les 15 minutes, c'est des médecins qui n'ont pas forcément déjeuné. Donc, oui, bien sûr, il y a des manquements au niveau des fois de la communication, un manque d'empathie, des conditions qui sont quand même extrêmement mauvaises en termes de temps, en termes de disponibilité. Mais effectivement, tout ne relève pas de leur responsabilité, si j'ose dire. Et je rebondirai sur une chose aussi, certains sont même, au niveau relationnel, certains médecins sont même très mal à l'aise. Ils disent eux-mêmes, quand j'en parle avec eux, qu'ils ne savent pas faire avec les émotions du patient. Ils sont déstabilisés eux-mêmes par les émotions du patient, donc ils essaient de les éviter.
Maintenant, ils peuvent, par ailleurs, on espère, avoir une excellente expertise médicale et faire un bon diagnostic et proposer un bon traitement. C'est vrai que je dirais que comme on ne peut pas réellement les transformer, quand les patients sont un peu déçus des qualités relationnelles de leur thérapeute, c'est vrai que moi j'ai tendance quand même à leur demander s'ils ont confiance en eux au niveau de leur expertise médicale et au niveau du projet thérapeutique. Quand ils me disent oui, je leur dis, bah, écoutez, c'est vrai que ce serait mieux que la relation suive, mais je pense que l'essentiel est quand même là, quoi. Mais bien sûr, je suis d'accord, hein, il y a encore énormément de progrès à faire, notamment en termes de formation médicale. Une autre proposition, proposition ou question d'un des participants qui émettait donc la proposition suivante. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'évaluer le degré du choc engendré par l'annonce du diagnostic pour après orienter du coup l'accompagnement au niveau qualitatif, c'est-à-dire à tel niveau de choc. Valentine, tu peux parler un tout petit peu plus fort parce que j'ai du mal à t'entendre en fait. D'accord, je me rapproche du micro. Oui, un des participants faisait la proposition suivante, à savoir, est-ce qu'au moment du diagnostic, il ne serait pas possible, mais bon, ça je pense que c'est dans le meilleur des mondes, d'évaluer le degré de choc, en tout cas de réaction du patient pour après proposer un meilleur accompagnement psychologique durant la période de soins. Alors là, il y a des initiatives qui existent. Il y a des outils qui commencent à se construire et à être proposés pour essayer d'évaluer l'impact psychologique de cette annonce, notamment en fonction de la personnalité du patient. Bien sûr, ça peut être très aidant. Maintenant, la matière psychique, c'est pas de la matière physique ou chimique. Donc, on ne pourra jamais faire l'économie d'une écoute, de l'empathie, de permettre au patient de s'exprimer pour préciser ses besoins. On n'arrivera pas à quantifier précisément les choses. Maintenant, il y a des outils notamment, je contribue moi-même à des projets actuellement, où il y a des outils qu'on essaie de mettre en place pour aider notamment les médecins à mesurer cet impact pour essayer de proposer des choses. Mais en réalité, bon, on reste en face de choses qui sont très subjectives, où il y a que l'écoute, le temps qu'on passe, l'empathie, etc., qui peuvent à un moment donné nous permettre de percevoir le niveau de souffrance et de proposer une prise en charge adaptée. D'accord. Écoute, pour l'instant, pas de questions. Ce que je remarque surtout, c'est qu'apparemment, les gens ont des problèmes de connexion ou de son ou d'image. Donc, je vois qu'Audrey, du coup, intervient auprès des participants pour tenter de résoudre le problème. Voilà, pour l'instant, en tout cas, on a, voilà, par rapport aux sujets qui ont été abordés durant ta présentation. Voilà. D'accord. Donc, a priori, il y a certains participants qui n'entendent pas bien, en fait, c'est ça? Ouais, alors, ça dépend peut-être du moteur de recherche. Apparemment, sur Chrome, ça va. Mais bon, voilà, on n'est pas tous sur Chrome. Apparemment, sur Chrome, ça fonctionne pas mal. Bon. Voilà, c'est plus optimal. Donc, voilà, j'invite les gens peut-être à aller sur Chrome s'ils en ont la possibilité. Ou sur Safari, apparemment. Voilà. Je vois aussi passer dans les messages que certains ne relatent pas avoir vécu de choc particulièrement. Effectivement, certains, parce que l'annonce a été bien menée, mais probablement aussi parce qu'ils ont une certaine personnalité et que peut-être ils s'étaient préparés un petit peu voilà, aux choses, peuvent avoir un impact moins important. Mais là aussi, ça reste minoritaire. Voilà. Je vais continuer si vous voulez bien. Donc, sur cette deuxième partie, dont on a commencé à en parler en parlant de la résilience, c'est-à-dire s'adapter, comment, à un moment donné, après ce bouleversement, cet événement qui transforme notre vie, qui bouleverse notre vie, au niveau professionnel, social, relationnel, notre statut dans le groupe, dans la famille, dans le couple, le fait qu'on bascule dans ce statut de malade, effectivement, comment, en plus en perdant quand même pas mal le contrôle sur les choses, le contrôle un petit peu de notre vie, on est entre les mains des médecins, on va faire des traitements, donc la perte de contrôle elle est assez considérable. Comment, une fois qu'on est confronté à ce bouleversement,
on arrive à s'adapter. Parce qu'on arrive à s'adapter. Il y a effectivement des processus qui sont même pas volontaires. Psychiquement, c'est un peu comme au niveau de défense immunitaire, on va dire. C'est qu'à un moment donné, face à une agression psychique, il y a un certain nombre de processus qui vont se mettre en place pour un retour à l'équilibre. Et on n'a pas forcément besoin d'y réfléchir. Donc ça, c'est rassurant. C'est qu'on a des ressources. Alors, pas tous les mêmes, pas tous de même nature, mais on en a. Donc ça, c'est rassurant. Je dis souvent aux patients qui viennent me voir et qui sont vraiment très, très mal qu'ils iront mieux. Et donc, ils sont toujours un peu étonnés. Je leur dis, mais c'est une certitude, vous irez mieux, en fait. Psychiquement, vous irez mieux que maintenant. Donc voilà. Donc ça, il y a un processus qui va se mettre en place pour qu'on puisse s'adapter. Alors déjà, on réagit tous très différemment, en réalité, à cet événement. On voit d'ailleurs dans vos propos et dans vos réactions que rien qu'au niveau de l'annonce du diagnostic, déjà, il y a une grande variabilité. Alors, dans les différentes réactions qu'on peut trouver face à un tel événement, c'est le déni, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut, à un moment donné, se sentir tellement menacé par cet événement qu'on le tient à distance. Le déni, c'est complètement involontaire. C'est pas on fait comme si ça n'existait pas. C'est on met ça un petit peu, on enferme ça quelque part et on le met à distance. Et là, effectivement, ça peut provoquer des comportements un peu particuliers. Du patient qui n'a pas l'air de mesurer réellement ce qui est en train de se passer. C'est un mécanisme de défense qui, en général, va céder au fur et à mesure. C'est en général très temporaire et ça a une utilité. Donc, on n'a pas forcément, l'idée, c'est pas forcément de faire en sorte que le patient intègre et prenne conscience absolument de tout ce qui se passe. Ça va se faire à son rythme en fonction de ses capacités. Il peut y avoir aussi de l'anxiété. Cette angoisse continue à être envahissante et les gens finalement sont dans un bain d'angoisse tout le temps. Donc ça, c'est extrêmement difficile à vivre, avec des grosses difficultés pour dormir, voire des bouffées d'angoisse très importantes avec un impact physiologique, voire des paniques, voilà, donc sur un mode d'angoisse. Et puis il y a les patients qui vont être plus fatalistes, un peu dans une certaine passivité. On sait qu'avec ces patients-là, il faut qu'on soit vigilant parce qu'il peut y avoir un glissement ou un peu de perte d'autonomie, un peu d'abandon. Voilà, donc ça peut être aussi une position quand on se dit qu'on n'a pas, voilà, qu'on peut rien y faire, qu'on n'a pas les moyens ou que c'est insurmontable. On peut être dans cette réaction. Et puis il y a toutes les réactions de colère, les sentiments d'injustice. C'est quelque chose qu'on n'accepte pas, qu'on supporte pas. Cette colère qui devient globale, souvent peut se retourner même contre les proches, contre soi-même, contre les professionnels de santé. On est dans un état de tension et de colère par rapport à cet événement. Puis il y a la recherche d'informations, absolument. On cherche à savoir, on cherche à comprendre, on va sur Internet, on se renseigne un peu dans tous les sens, en général d'ailleurs. On va d'ailleurs volontiers vers les informations les plus inquiétantes, surtout dans un premier temps. Ça, c'est vraiment la recherche de contrôler. On essaie de contrôler quelque chose, de comprendre. Déjà, comprendre, c'est déjà contrôler. Reprendre un peu les rênes de sa vie qui a l'air d'un seul coup de nous glisser un petit peu sous les pieds. Et puis, il y a ceux qui vont être sur un mode combatif dès le départ. Alors, ça demande certaines ressources. Certaines personnalités fonctionnent comme ça. Arrivent finalement à se positionner comme des partenaires de soins assez rapidement. Mais il y a un biais, c'est que souvent, ils ne se permettent pas d'aller mal, ils ne se plaignent pas, on croit qu'ils vont très bien, et des fois, on passe à côté quand même de difficultés ou de souffrances chez ces personnes-là qui ont l'air de toujours surmonter. Et puis, vous avez ceux qui vont être dans un effondrement, là, que ce soit pour ceux-là ou pour ceux qui sont dans une angoisse paroxystique, là, il y a un accompagnement, une prise en charge psychologique quand même nécessaire, parce que là, quand les états sont si aigus, c'est très, très compliqué. En plus, personne ne va bien tout le temps. Et on a une espèce d'injonction, il faut avoir le moral. Alors, l'injonction, il faut avoir le moral. Moi, j'ai des patients qui viennent me voir en disant « je viens vous voir parce qu'il faut absolument que j'ai le moral ». Le moral, ça ne se décrète pas. Je connais personne dans cette situation à qui on annonce un tel diagnostic qui a le moral 100% du temps. C'est absolument, humainement, impossible. Donc, on nous dit qu'il faut avoir le moral, y compris les professionnels de santé, le médecin qui nous dit qu'il faut avoir le moral, nos proches, il faut avoir le moral, le boucher, le boulanger, c'est important d'avoir le moral. Enfin, il y a des moments, le moral, on l'a pas, donc on ne se sent pas réellement compris dans ces cas-là.
C'est normal de ne pas aller bien, en fait, hein, mais ça va aller mieux. Mais c'est normal de ne pas aller bien. Et puis après cette espèce de mais pourquoi moi, d'essayer de contrôler, etc. Il y a une phase nécessaire pour aller mieux, pour dépasser, c'est celle de faire avec, si je veux dire, de lâcher prise sur certaines choses, non pas forcément d'accepter, parce qu'il y a quelque chose quand même d'assez inacceptable, mais au moins d'intégrer cette réalité pour vivre avec. Donc ça demande un certain temps avant de pouvoir, et certains d'ailleurs n'y arrivent pas, avant de pouvoir intégrer cette réalité hein, et pouvoir s'apaiser un petit peu. Donc être capable de passer du mais pourquoi moi, mais pourquoi ça arrive et quel sens, et il faut absolument que je contrôle, et etc., etc. Ah, bon voilà ce qui arrive dans ma vie, je dois l'intégrer, comment je peux continuer à vivre avec ça, comment je peux retrouver un nouvel équilibre, j'accepte mes limites, j'accepte à certains moments d'être aidée, j'accepte de ne pas comprendre pourquoi éventuellement je tombais malade. Voilà. Donc ça, c'est une étape essentielle pour aller mieux. Et évidemment, dans cette adaptation, l'entourage est très important. Hein, si l'entourage, effectivement, est aidant, est ayant, si on arrive à avoir un dialogue, s'il y a une certaine proximité, si on arrive à avoir des relations apaisées, si voilà, et avancer ensemble, bien entendu, c'est beaucoup plus facile pour le malade. Mais encore une fois, c'est pas non plus facile pour les proches de trouver cette juste distance, en fait. Hein. Et puis la phase dont on parlait, celle d'une forme de résilience ou de sublimation, c'est comment à un moment donné, on fait plus que vivre avec, on en fait quelque chose. C'est-à-dire qu'il m'arrive ça dans ma vie, bah, je suis obligée d'arrêter mon boulot, je suis obligée d'arrêter mes activités, ça me repose mes questions, en fait ma vie elle est précaire, en fait la vie c'est fragile et c'est important. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Quelles sont mes priorités? De quoi j'ai envie? Pourquoi je m'emmerde à faire un truc qui ne m'intéresse pas? Finalement, j'ai envie de voir plus mes proches, je vais le faire. J'ai envie, ça fait des années que j'ai envie de faire telle activité ou de me consacrer à l'écriture ou je vais le faire. Voilà. C'est à un moment donné, c'est aussi cette épreuve difficile qui est un levier, parce qu'on ne se serait pas forcément posé ces questions-là sinon, sur est-ce que ma vie, j'ai envie qu'elle continue comme ça ou est-ce que j'ai envie d'en faire autre chose? Et beaucoup d'entre nous, d'entre vous, on arrive à utiliser cette énergie pour aller dans ce sens-là, être plus en accord avec soi-même, être plus proche de ses priorités, développer des choses, aider les autres, s'épanouir, profiter de choses auxquelles on ne faisait pas attention, éviter des stress, des inconforts, des choses désagréables, des relations toxiques alors qu'on les supportait. Voilà, tout ça, ça fait partie de ce processus de réhabilitation, de sublimation, de dépassement. Mais ça veut dire être capable de vivre avec un certain niveau d'incertitude. Et ça, c'est pas facile. C'est vraiment, ça demande d'intégrer ça. C'est-à-dire, on n'est plus comme avant parce qu'on vit avec de l'incertitude. Et ça, c'est à la fois moteur et en même temps un peu lourd à porter à certains moments. Et puis, ça veut dire aussi accepter ses limites. Et voilà, à un moment donné, je suis capable d'accepter que je ne serai pas en capacité de faire tout ce que je faisais avant, qu'il y a des choses que je vais devoir revoir autrement. Voilà. Donc, à la fois accepter ses limites et accepter de vivre avec un certain niveau d'incertitude. Et ça permet effectivement de dépasser ce bouleversement et de retrouver un équilibre autrement. Voilà, un nouvel équilibre. Alors, je ne sais pas si tu vois, Valentine, des choses sur lesquelles on pourrait répondre. Il y a toujours pas mal d'échanges, notamment certains témoignages donc, de certains participants qui souhaiteraient que les médecins généralistes soient plus sensibilisés à la question du myélome, qui est une maladie rare. Hein, donc voilà, puisque bon, il y a eu, j'en ai aussi payé les frais. Voilà, on peut vivre une errance diagnostique parce que les médecins généralistes ne connaissent pas les myélomes. Donc voilà, il y a pas mal de retours par rapport à ça où les participants en veulent un peu à leur médecin généraliste pour avoir perdu du temps parce que le diagnostic n'a pas été fait, on va dire, en temps et en heure, quoi. Voilà. Il y a aussi
Une autre par rapport à la question du moral, hein, où tu disais bon, ben, on a des hauts et des bas et ça c'est tout à fait normal, on est humain. Il y a aussi dans le cadre de voilà d'une vie de couple, le souci c'est que on peut pas, on n'est pas forcément, notre morale n'est pas au diapason du moral du conjoint. Donc voilà, comment vivre, voilà, comment traverser cette épreuve-là du diagnostic et du démarrage des soins quand notre compagnon ou notre compagne vit aussi des variations émotionnelles et d'humeur liées du coup au choc de l'annonce. Est-ce que tu peux éventuellement nous éclairer là-dessus? La question du couple, et d'ailleurs on a eu pas mal de questions, de retours par rapport à ça avant la webconférence. Ça c'est un sujet important parce que c'est quand même le premier aidant quand même, hein, et c'est quand même la personne avec qui on partage sa vie. C'est pas facile. Dans ce parcours, il y a des moments d'incompréhension, il y a des moments de tension, il y a même des ruptures. Hein. C'est-à-dire que on sait que c'est un moment de fragilité considérable, cette épreuve pour le couple, parce que c'est pas facile de dépasser ce genre d'épreuve ensemble, et qu'il y a des couples qui résistent pas à cette épreuve même. Hein. C'est une épreuve et il y a un risque. Hein. D'où éventuellement l'intérêt d'accompagner le couple. Hein, ça, nous, on le fait et on est très attentif à ça. On le propose en tout cas. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter pour les couples éventuellement à aller consulter ensemble pour parler un petit peu voilà, de manière apaisée dans un lieu neutre des difficultés qu'on peut avoir. Je dirais que ce qui permet de dépasser un petit peu ces décalages, c'est d'essayer de faire preuve d'une certaine indulgence vis-à-vis de soi-même, mais aussi vis-à-vis de l'autre. Ça veut dire aussi avoir des espaces et des temps séparés, différents à certains moments pour pas justement être toujours dans cette promiscuité, surtout quand on est très décalé l'un et l'autre. Donc chacun ait peut-être un petit peu d'espace pour pour être à son rythme et pour respirer, donc accepter ça. Essayer de garder le dialogue, hein, c'est pas forcément facile, mais dès que ça devient conflictuel, c'est pour ça que de consulter quelqu'un, c'est pas mal. Essayer de passer sur un autre mode de communication parce que c'est forcément ce sera forcément un échec. Je dirais, ce qui est important, c'est d'essayer de garder le contact physiquement. Certains ont parlé des difficultés par rapport à la sexualité. Effectivement, il peut y en avoir, des difficultés par rapport à la sexualité, mais je dirais qu'il y en a déjà par rapport à l'intimité. Hein, ça, c'est une question qui est assez essentielle et on l'a déjà d'ailleurs évoqué à l'occasion d'une webconf dans le cadre du MOOC, du précédent MOOC. C'est essayer de maintenir de l'intimité, du contact physique. Ça préserve quand même un certain climat, un petit geste, etc. C'est des fois des choses qu'il faut qu'on fasse volontairement parce qu'elles ne viennent peut-être pas spontanément, parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on est envahi par les émotions, parce qu'on est un vieux couple, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'on sait que maintenir une certaine proximité, une certaine intimité avec des petits gestes, ça limite les tensions, ça régule, hein, et ça crée un certain climat d'apaisement qui favorise quand même les échanges. Mais je crois qu'avoir de la compréhension et de l'indulgence, c'est essentiel à ce moment-là, mais ce n'est pas toujours facile. Et on est souvent, effectivement, en décalage l'un avec l'autre. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses qui te paraissaient importantes. Au niveau des échanges, voilà, certaines personnes qui nous disent qu'il faut rester positif. Alors, il y a quand même l'angoisse aussi, quand même, je note, de la rechute, puisque on va être confronté dans le cadre du myélome à des rechutes et du coup à de nouveau des traitements, de l'angoisse, de ne pas savoir où on va, si le traitement va fonctionner ou pas. Ouais, on a notamment Valentine de te couper par rapport à ça. C'est vrai que par rapport à l'annonce de la rechute, on en avait discuté parce que quelqu'un nous avait fait remonter, que je connais, que je salue d'ailleurs, la question de l'annonce de la rechute, qui est pas évidente. Et c'est vrai que même si on s'est positionné sur l'annonce initiale, plutôt sur l'annonce initiale, après, je vous disais, être capable de vivre avec l'incertitude, c'est ça aussi, c'est-à-dire vivre dans la perspective que des complications, des rechutes peuvent advenir. Et quand ça advient, l'annonce de la rechute a aussi un effet psychologique considérable. D'abord parce que souvent on l'associe quand même à une notion de gravité, puisqu'on se dit qu'effectivement ça complique, qu'on n'aura peut-être pas les mêmes
peut-être les mêmes possibilités thérapeutiques. En tout cas, bon, il y a une perception comme ça. Puis surtout, même si on a compris, on a intégré qu'on était malade, on a passé des mois, voire des années quand même, avec du stress, de l'angoisse, des effets secondaires des traitements qui sont lourds, éventuellement tout ce qui est greffe, etc. Ce sont des épreuves physiques et psychiques considérables. On s'est adapté, on a retrouvé un nouvel équilibre, et là, de nouveau, on est confronté à ça, à cette épreuve, mais on se dit, est-ce que je vais y arriver, quoi? Est-ce que je vais arriver de nouveau à mobiliser toute cette énergie? Donc, l'annonce de la rechute, même si ça ne vous annonce pas un diagnostic initial, ça peut effectivement être assez lourd de conséquences psychologiquement et ça peut justifier d'ailleurs un accompagnement par un psychologue, hein, notamment. Hein, ça, il ne faut pas hésiter dans ces moments-là, hein, parce que ça fragilise à ce moment-là, de consulter, de s'exprimer et d'essayer d'être accompagné pour absorber cette nouvelle information qui, de nouveau, va bouleverser l'existence. Et puis, ça fait des années peut-être qu'on va bien et qu'on a repris sa vie. Et franchement, se dire qu'il faut y retourner et de nouveau subir ça, c'est pareil. Hein. Des fois, il y a des patients qui disent non, j'ai pas envie, j'y vais pas. Il y a une période où on est dans le rejet, on veut pas, quoi. Il en est hors de question. Il y a une révolte quelque part. Hein. Voilà. Bon, donc oui, c'est les annonces, même les annonces après de complications de rechute, ce sont des annonces psychologiquement et relationnellement difficiles. Vous voulez dire autre chose? Dis-moi, Valentine. Dans le cas d'un patient qui, lui, tient le choc, mais l'entourage, lui, s'effondre. Qu'est-ce que tu pourrais, du coup, nous en dire? Ben oui, on a quelques messages là-dessus. C'est le cas de ces patients qui sont un peu des piliers, en fait, dans la famille. C'est-à-dire, c'est eux qui tombent malades, mais ils sont plus solides que les proches. Donc, ben là, je dirais que c'est pas, disons, la force psychique des proches qui vont les aider, parce qu'ils sont plus solides psychiquement, mais l'amour des proches peut toujours les aider. Le fait que ces proches existent et qu'ils soient en lien avec elles, c'est de toute façon une raison de vivre. Mais effectivement, ils ne vont pas forcément représenter dans leur capacité à émotionnellement surmonter ou à accompagner une aide. Maintenant, il faut savoir que quand on a une personnalité comme ça, on est solide, on a l'habitude d'aider les autres, de les rassurer, de les soutenir. Continuer à le faire, même en étant malade, psychologiquement, ça a aussi un bénéfice. C'est-à-dire que se sentir utile, sentir que les autres ont besoin de nous, sentir qu'on peut les rassurer, sentir qu'on a cette place. Bien sûr, ça peut être un peu lourd, hein, mais en même temps, ça aide. Ça peut aider aussi d'être une ressource pour les autres. Parce que quand on a la nécessité de tenir pour les autres, on trouve aussi plus de force en soi-même, parce que parfois, tenir pour les autres, ça nous motive plus que tenir pour nous-mêmes. Donc, ça peut aussi être une source d'énergie supplémentaire. Là, je ne t'entends pas, Valentine. Oui. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Il faut pas. Ça nous donne un regain d'énergie, comme tu dis, de se sentir encore utile aux autres. Voilà. Mais avec garder en tête quand même qu'il faut se protéger et s'axer sur les soins à venir qui vont être assez éprouvants aussi. Je pense qu'il faut arriver à trouver la bascule entre être utile pour les autres et en même temps s'occuper de soi, puisqu'il va y avoir l'enjeu des soins qui va arriver très rapidement, quoi. Voilà. Oui, c'est justement pour ça qu'on parle de la recherche d'un nouvel équilibre. D'ailleurs, c'est toi qui as insisté sur la notion de recherche, hein, parce qu'effectivement, ce n'est pas une évidence. Mais effectivement, l'équilibre n'est pas facile à trouver entre faire attention à soi, faire attention aux autres, retrouver des fonctionnements antérieurs, se projeter dans des choses différentes, lâcher prise et tenir. Voilà. Donc oui, c'est un équilibre que chacun doit trouver, hein, qui n'est pas évident et qui est toujours qui bouge, quoi, hein, qui est pas qui évolue dans le temps, mais c'est l'objectif et c'est quelque chose qu'on arrive souvent heureusement à réaliser. Je ne sais pas, Valentine, peut-être que justement tu peux nous parler un peu plus de ta propre expérience.
par rapport justement au vécu que tu as pu avoir de cette annonce et à tous les bouleversements dans ton existence? Pas de souci. Donc, bonsoir à tous. Donc, je suis Valentine, bénévole à la F3M depuis à peu près un an. J'ai eu sur les 40 ans cette année et donc j'ai été diagnostiquée en août 2017. Étant jeune, j'ai fait l'autogreffe et là actuellement je suis en traitement d'entretien encore jusqu'au mois d'octobre et en rémission partielle. Moi, l'annonce de la maladie a été un véritable soulagement puisque elle a été faite donc par un hématologue après presque un an d'errance diagnostique où j'avais fait un burn-out et à ma demande donc une hospitalisation en maison de repos. Je mettais ça sur le compte d'un poste au travail qui était assez prenant émotionnellement et psychologiquement. Et puis ensuite, à la sortie de cette maison de repos, une bronchite qui n'a jamais été soignée jusqu'au moment du diagnostic, ainsi que différentes lésions osseuses qui ont entraîné des fractures, comme beaucoup nous ont pu le vivre. Parle bien fort, s'il te plaît. Je parle un peu plus fort, c'est ça? S'il te plaît, parce que je pense que pour certains, c'est un peu compliqué en fait. Je vais juste rapprocher le micro pour qu'on m'entende. Voilà, donc un an d'errance diagnostique, deux passages aux urgences durant cette année, une fracture cassée, ressortie des urgences sans diagnostic. J'ai changé aussi, je suis allée voir un autre médecin traitant qui, lui, a pris le soin de faire une électrophorèse des protéines, sauf que quand je l'ai contacté et que j'ai eu les résultats, je lui ai simplement demandé de me dire ce qu'était qu'une gammapathie monoclonale de type IgG lambda. On est au mois d'août, c'est les vacances, c'était le week-end. Il m'a simplement invité à le recontacter la semaine d'après, une fois que j'avais fait l'échographie pelvienne qu'il m'avait prescrite, parce qu'il pensait que j'avais un problème au niveau de l'utérus. Voilà. Et en fait, c'est grâce à mes deux sœurs, à mes sœurs, en fait, j'ai deux sœurs qui sont en médecine et une troisième qui est préparatrice en pharmacie, et c'est grâce notamment à cette dernière qui est sur Metz, qui du coup a été alertée par cette analyse, et puis par le fait que le médecin m'ait un peu renvoyé sur la semaine suivante. Donc là, très rapidement, le lundi, envoi par scan du bilan sanguin, et là, le pharmacien de l'hôpital a dit à ma sœur qu'il fallait à tout prix que je sois vue en urgence par un hématologue. Donc, ce fut chose faite le lendemain. Ma sœur est venue me chercher parce que je n'étais plus du tout en état de réfléchir ni même de parler. Et donc là, le diagnostic est tombé. Alors, je rejoins Karen. Je pense qu'il n'y a pas d'annonce idéale pour annoncer un cancer. L'hématologue était très froid, très distant. Mais en même temps, j'ai été prise en urgence, hospitalisée durant une semaine avec des transfusions sanguines, tout de suite de la morphine en intraveineuse. Donc moi, j'ai vraiment vécu le diagnostic comme un réel soulagement en me disant, ça y est, on va enfin traiter ma douleur, ça y est, je peux enfin mettre des mots sur mes souffrances, ma fatigue, mon essoufflement. Donc moi, je me suis dit, c'est une page qui forcément va se tourner, puisque une vie normale, j'ai dû en faire, entre guillemets, le deuil. Mais je savais qu'en tout cas, j'allais de toute façon aller vers un mieux-être, et j'avais entièrement confiance envers le corps médical. Dans ma famille, je me suis rendu compte que les personnes ressources ne sont pas toujours celles que l'on pense. J'ai retrouvé mon papa. On avait, suite à un conflit familial, comme on peut en rencontrer dans beaucoup de familles, j'avais des relations pauvres avec mon père. Et c'est lui qui s'est mobilisé, qui a mis sa carte de super-héros et qui m'a hébergé pendant 5 mois, puisque je n'étais plus en état
de marcher et puis j'ai fort maigri aussi durant les traitements. Donc voilà, c'est mon papa qui s'est occupé de moi, qui m'a donné sa chambre au rez-de-chaussée pour éviter de monter et descendre les escaliers, qui m'a apporté mon plateau les matins, voilà, qui est resté très digne. Voilà. Et puis, bah, certains proches, je pensais qu'ils allaient être là, et puis ils se sont effacés. Et puis, au fur et à mesure où j'allais bien, ils sont réapparus. Donc, voilà, je me suis mis à leur place en me disant, et toi, à leur place, comment peut-être que je réagis de la même façon qu'eux, peut-être que mon mécanisme de défense aurait été de m'éloigner un petit peu, parce que, bah oui, quand on a un cancer, il y a tout un tas de... Il y a la question de la mort, la question de la validité, la question de la souffrance, et on renvoie ça bien sûr, contre notre gré à notre entourage et aux gens qui nous aiment. Donc voilà, il y a des amis qui se sont un peu éloignés sur les premiers mois, et puis il y en a qui sont revenus, il y en a qui s'éloignent maintenant, alors qu'ils étaient présents avant, mais ça, j'oserais dire, c'est la vie, en fait. Voilà, par rapport à n'importe quelle épreuve qu'on traverse. Il y a des surprises, bonnes ou mauvaises. Je voulais aussi remettre, moi j'ai été diagnostiquée à une période où je rencontrais des difficultés conjugales à un tel point où j'ai décidé de me séparer 2 mois avant le diagnostic. Et ma fille adolescente aussi rencontrait de grosses difficultés d'adolescente. Et j'étais à un moment donné à bout, en perte de solutions pour essayer de régler les choses de ma vie au mieux. Et moi, j'ai vraiment vécu le diagnostic aussi en me disant, ça y est, tu peux lâcher prise. Maintenant, on ne peut plus compter sur toi. Il va falloir que maintenant les autres, et notamment le corps médical, s'occupent de toi. Et moi, ça a été vraiment la possibilité, je vais peut-être en choquer certains en disant ça, mais je remercie ma maladie tous les jours puisqu'elle m'a fait prendre conscience. Alors, ça a été une prise de conscience qui s'est construite au fur et à mesure des mois durant la période de soins, mais que j'avais le droit de m'occuper de moi, qu'on ne pouvait pas non plus me demander plus que ce que je ne pouvais donner. Et puis, il y a des envies, des désirs et des besoins qui sont apparus durant l'épreuve des soins et puis encore maintenant d'ailleurs. Je me suis mise à la broderie, j'ai découvert que le sport, c'était super, et surtout quand on est atteint d'une pathologie comme le myélome. J'ai décidé de mettre certaines choses de côté, certains vieux démons ou alors certaines ruminations que je pouvais avoir ces dernières années par rapport aux difficultés familiales que je pouvais, personnelles que je pouvais rencontrer. Et je me suis dit, cette maladie-là, il faut le prendre comme un signe, un avertissement, et maintenant il y a urgence à vivre et à s'occuper de soi, à s'entourer des gens qui nous font du bien, à qui on a envie de faire du bien. Donc moi ça n'a pas été catastrophique dans ce sens-là, mais je pense que ça dépend aussi du contexte dans lequel on est au moment où de toute façon la maladie arrive. J'ai perdu aussi mon emploi parce que suite à mon burn-out, j'étais en CDD, j'ai retrouvé un travail après et j'ai été diagnostiquée au moment où je retrouvais un deuxième CDD. Et là, actuellement, je suis au chômage depuis le 6 janvier, 1 an et demi d'arrêt maladie. J'ai un projet de création d'entreprise. Alors, je vais vers l'inconnu, je ne sais pas ce que ça va donner, mais voilà, ce projet-là, en tout cas, me porte vers l'avenir. J'ai repris contact avec ma fille puisque je n'avais pas eu de contact avec elle durant la période de soins. On va tout doucement vers un mieux-être physique, psychique, relationnel. Et voilà, je ne suis pas un exemple. Les choses sont venues à moi un peu comme ça. Mais en tout cas, je pense qu'on peut transformer à un moment donné une épreuve difficile, très perturbante dans tous les sens du terme. On peut, entre guillemets, sublimer, on va dire, une expérience, une mauvaise expérience et trouver des choses positives. Et on reste maître aussi de soi-même. Voilà. On reste responsable de soi-même et je pense que ça, c'est important. On n'est pas qu'un objet
Donc, on est sur le sujet. Voilà. Donc, Valentine, merci beaucoup pour ce témoignage. Donc, pour toi, il y a vraiment eu toutes ces phases, ce chamboulement considérable. Et puis là, quand même, cette vie autrement, hein, où il y a un enrichissement très important. Moi, il y a des questions que je lisais ou des réflexions que je lisais pendant que tu parlais. Et certains disaient qu'au-delà des aides des amis ou de la famille, certains avaient vraiment trouvé de l'aide auprès de professionnels de santé, notamment des soignants, soit à l'hôpital, soit en ville. Moi, je voulais savoir si toi, tu avais eu cette expérience, si quand même dans les professionnels, tu avais trouvé vraiment une écoute ou une aide, si des gens avaient été importants. Exact. Alors, ce n'était pas gagné, hein, puisque, comme je le disais, cette année, avant le diagnostic, j'ai rencontré tout un tas de professionnels qui ont fait des choses à côté. Mais voilà, j'ai été orientée par mes sœurs sur un essai clinique, donc je suis suivie sur Nancy. Et j'ai une hématologue très professionnelle et j'ai remis toute ma confiance en elle en disant de toute façon, c'est elle qui a la connaissance, c'est elle qui a les tuyaux. Moi, j'ai ma part de travail à faire. Mais voilà, tout de suite, j'ai eu confiance. Je me suis dit, de toute façon, je vais être prise en charge maintenant de façon sérieuse. Je rentre dans un essai clinique aussi qui demande une attention particulière en termes de suivi. Donc voilà, et puis des infirmières durant l'autogreffe en chambre stérile qui prenaient du temps pour discuter avec moi. Alors on parlait pas de maladie, hein, on parlait de livres que je lisais, enfin voilà, on échangeait sur de la littérature et autres. Oui, heureusement, et il faut s'appuyer sur les quelques personnes qu'on rencontre et qui nous font du bien pour justement passer des étapes de soins. Oui, donc toutes ces ressources personnelles et professionnelles, s'entourer des bonnes personnes, les chercher et puis les garder autour de soi autant que possible. On va devoir conclure, je pense, Valentine. Merci beaucoup. Je laisse peut-être la parole pour la conclusion à Hervé Barkas. Merci beaucoup. Et merci vraiment à toutes les deux, en particulier Valentine, pour ton témoignage vraiment très poignant, et puis pour cette écoute dont Karen sait faire preuve, et ça c'est vraiment très utile. N'hésitez pas bien sûr à prolonger ces discussions à travers d'éventuelles questions complémentaires auprès de la F3M. Vous voyez ici l'adresse email à laquelle vous pouvez joindre et poser éventuellement des questions complémentaires à Karen et bien sûr à Valentine. Un grand merci à vous, une fois de plus, de votre fidélité. Nous allons nous quitter dans quelques minutes maintenant, quelques instants. Et vous donner rendez-vous bien sûr pour la poursuite de ce cycle de webconférences. N'hésitez pas à vous inscrire lorsque vous recevrez également le lien pour le replay, donc la webconférence en différé, à vous inscrire à notre lettre d'information, notre newsletter, de manière à être toujours informé sur les prochaines échéances. Voilà, un grand merci, un grand bravo à nos intervenantes de ce soir. Et merci aux participants et merci à Hervé. Bonne soirée. Bonsoir. Au revoir.